Le salaire minimum augmentera de 1% au 1er mars, mais surtout il recevra 2 autres coups de pouce, le 1er juillet et le 1er décembre. Ceci pour que son augmentation de pouvoir d'achat soit de 4 à 5% par an. En revanche, aucune décision n'a été prise concernant la mensualisation du SMIC. Je compare toujours les femmes à des immigrés. Moi, vous n'avez qu'à voir à Renault les OS, ils luttent pour ça, pour leur classification, et ils n'obtiennent pas aussi facilement qu'ils le voudraient. Bon, eh bien nous c'est pareil, les femmes c'est la même chose. Le salariat est une dimension institutionnelle autour de laquelle vont progressivement s'intégrer les travailleuses et les travailleurs en France en bénéficiant donc d'un contrat de travail et ce qui va l'accompagner, c'est-à-dire d'un accès à l'assurance maladie, d'un accès aux congés payés et puis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d'un accès à la sécurité sociale que commence à instituer l'ordonnance du 4 octobre 1945, proclamée par Parodi, sous la plume notamment de Pierre Laroque. Viendront ensuite toutes ces lois d'Ambroise Croizat qui vont concrétiser l'élan de la sécurité sociale, mais qui vont s'appuyer sur une vision large du salariat. Concernant les salaires, l'événement important de la Libération, c'est la mise en œuvre de ce qu'on appelle les arrêtés Parodi-Croizat. Et ces arrêtés, même s'ils ne sont pas à proprement parler des conventions collectives, sont pris par le ministère après avoir consulté les organisations syndicales et patronales qui se réunissent en commission mixte pour se concerter et élaborer avec le ministère ces arrêtés. Donc il y a quand même une négociation sur les classifications qui s'élaborent après-guerre. Et quand on compare les arrêtés Parodi-Croizat de la Libération et les conventions collectives du Front populaire, on voit l'idée d'une filiation incomplète. Dans le sens où la volonté des pouvoirs publics n'est pas du tout la même qu'en 1936. En 1936, il y a une volonté, il y a le souhait de réduire les disparités de salaire, notamment en relevant les salaires anormalement bas, en ajustant à la hausse les salaires qui sont considérés comme scandaleusement bas en fait. Mais à la Libération, ce souhait est plus fort, puisque, comme l'ont montré les travaux de Jean Saglio, on a une véritable volonté de la part du ministère d'avoir une harmonisation nationale et intersectorielle des salaires. Par exemple, le manœuvre, quel que soit le secteur où il est employé, doit être payé le même taux. Alors qu'en 1936, il y avait quand même des disparités de salaire, y compris pour les qualifications les plus faibles, assez importantes. À la Libération, ce souhait de Croizat, il est perturbé en fait par la négociation de branche. C'est-à-dire que dans les secteurs où il existe des traditions de négociation collective solides, cette volonté du ministère d'harmoniser les salaires est perturbée. Parce qu'en fait, les branches où les salaires sont plus élevés veulent pouvoir garder leurs avantages. Et donc, ils ne cessent de négocier un élargissement de la hiérarchie des salaires. C'est-à-dire que, en gros, le ministère voudrait que les ouvriers qualifiés soient au maximum au coefficient 170, et ils essaient de multiplier les catégories pour pouvoir atteindre le coefficient 190. Donc c'est les organisations syndicales qui poussent pour défaire en fait cette volonté, notamment pour les catégories les plus qualifiées, pour défaire cette volonté du ministère d'arriver à une harmonisation intersectorielle des salaires. La première grande étape, c'est la loi de 1950 sur la restauration de la liberté de négocier collectivement les salaires, en fait. Donc c'est une grande loi qui sera un peu le pilier jusqu'à nos jours, jusqu'aux années récentes, qui servira de cadre juridique du système de négociation collective en France. Et c'est à l'intérieur de cette loi sur donc les négociations collectives qu'est introduit un article concernant donc l'introduction d'un salaire minimum interprofessionnel garanti. Alors ce salaire minimum, il est conçu à l'époque vraiment comme un salaire vraiment minimum. Dans l'esprit du gouvernement Bidault qui instaure ce salaire,
comme l'a dit un commentateur de l'époque, ça devait être le minimorum. C'était, pour utiliser une expression un peu triviale, c'était un peu la voiture balai des conventions collectives. C'est-à-dire qu'on introduit ce salaire minimum interprofessionnel, donc qui s'applique à toutes les branches du secteur privé. Alors, sauf l'agriculture, qui aura un salaire minimum spécifique, mais il est conçu surtout pour les entreprises ou plus généralement les branches dans lesquelles les syndicats sont très peu présents, voire complètement absents, et pour éviter que la liberté de négociation de salaire se traduise par un effondrement de salaire, en fait, dans ces lieux où le rapport de force, je dirais, entre les travailleurs et les employeurs est trop déséquilibré en faveur des employeurs. Donc c'est dans cet esprit que le gouvernement met en place ce salaire minimum, mais les syndicats, et notamment la CGT, qui est très puissante à l'époque, a une conception beaucoup plus ambitieuse de ce salaire minimum. Elle voudrait en faire le premier seuil, la base 100 des conventions collectives qui sont en train de se mettre en place. Puisque le principe de ces conventions collectives, dans la logique des conventions Croizat-Parodi, c'est d'établir une échelle de 100 ensuite, où tous les indices sont construits à partir d'une base 100, et chaque indice correspond à un niveau de salaire, donc par rapport au niveau minimum de 100. Et pour la CGT, en fait, le salaire minimum, le SMIC, doit être équivalent au niveau 100, et donc c'est lui qui fixe l'étiage, je dirais, de l'ensemble de l'échelle des salaires. Ce qu'avait en tête aussi la CGT, c'est que chaque fois que le salaire minimum augmentait, c'est toute l'échelle de salaire qui devait, de façon proportionnelle, augmenter. Et c'est surtout ça que ne voulait pas le gouvernement, en fait. Le gouvernement, à l'époque, la crainte principale, c'est l'inflation. Et donc le gouvernement avait peur de mettre en place à travers une indexation de l'ensemble des salaires sur le salaire minimum, il avait peur de mettre en place une spirale inflationniste, et donc le gouvernement ne voulait surtout pas de ce système. Donc il a rappelé par la suite par décret, etc., que le salaire minimum, le SMIC, ne devait pas être la base 100 des conventions collectives, et que il ne fallait pas indexer ce salaire des conventions collectives sur le SMIC. La dynamique conventionnelle ne reprend qu'en 1950. Parce que, d'abord, les salaires sont bloqués. Enfin, le contrôle établi sur les salaires en temps de guerre est maintenu à la Libération. Ensuite, la nouvelle loi de 1946 sur les conventions collectives ne crée pas de dynamique de négociation et de signature d'accords. Il y a très peu de conventions collectives qui sont conclues. Donc il faut attendre la loi du 11 février 1950 et le retour à la liberté des salaires pour qu'on se mette de nouveau, si vous voulez, à conclure des conventions collectives. On a dans la fonction publique des règles qui sont inscrites dans des statuts. L'histoire des statuts est ancienne, elle le ramène au 19e siècle, mais on ne va pas revenir si loin dans le temps. Disons qu'il y a eu un épisode très important du point de vue statutaire qui est 1946, où là, on consolide et on améliore un certain nombre de données qui existaient auparavant. Par exemple, on spécifie bien que les fonctionnaires sont rémunérés selon leur grade, à l'intérieur duquel on évolue par échelon, et ces échelons renvoient à des points d'indice. C'est ça qui forme une grille salariale. Ce que dit le statut de 46, c'est qu'il différencie le grade de l'emploi. C'est-à-dire que quand un fonctionnaire est recruté ou quand il est promu à un grade, il y a une sorte de cliquet qui intervient. Il ne pourra plus être, si je puis dire, rétrogradé. Il ne pourra plus être déclassifié. Et dans ce grade, il va pouvoir voir son salaire s'améliorer en passant d'un échelon à l'autre. Mais une fois qu'il accède à un grade, une fois qu'il accède à un échelon, il ne peut plus être rétrogradé. Sauf s'il y a une sanction pour une faute donnée. Autrement dit, on peut supprimer un emploi de fonctionnaire, mais ce fonctionnaire sera alors muté ailleurs sans perdre son grade et son échelon. Et ça, ce système de garantie dans les rémunérations, ce système d'avancement assuré au fil des ans, à l'ancienneté, permet de construire une carrière qui verra un fonctionnaire au cours de sa carrière changer d'échelon, c'est sûr, mais parfois aussi changer de grade, voire peut-être changer de corps.
Et chaque progrès est définitif. Le fonctionnaire est en quelque sorte, entre guillemets, propriétaire de son grade. Sur l'ensemble des métiers, les femmes donc sur le XXe siècle, elles ont commencé à travailler comme employées et notamment dans la fonction publique, et d'ailleurs elles ont aussi lutté, par exemple en 1953, durant l'été 53, ça a été aussi un grand moment de mobilisation où il y a eu notamment des employés des PTT qui se sont mobilisés, des téléphonistes qui se sont mobilisés, avec à peu près toujours finalement des revendications qui reviennent encore dans les années 68. L'aspiration à l'égalité, en réalité, elle commence un peu à apparaître de manière sous-jacente dans les années 50, dans les années 60, y compris dans les organisations syndicales. C'est à ce moment-là que le magazine Antoinette est créé pour la CGT, donc qui s'interroge vraiment sur le travail des femmes, donc en 1955. Le problème, c'est la division sexuée du travail. La division sexuée du travail, ça a été élaboré par la sociologue Danielle Kergoat. C'est l'idée qu'il y a un principe de séparation et un principe de hiérarchisation, c'est-à-dire que tendanciellement les femmes et les hommes ne font pas les mêmes métiers, et quand ils sont dans les mêmes secteurs d'activité, les femmes, plus on gravit les échelons, moins on trouve de femmes. Pourquoi cette division sexuée du travail ? Et ça, je pense que c'est très important et c'est vraiment valable pour l'ensemble des secteurs d'activité. Et c'est une problématique dans laquelle on est encore aujourd'hui. La division sexuée du travail, elle repose sur une déqualification des femmes, une naturalisation de leurs compétences, c'est-à-dire qu'on va considérer que naturellement, elles sont à même de travailler comme infirmières ou être ouvrières spécialisées. D'ailleurs, le CNPF le disait en 71, les femmes, les ouvrières sont adaptées naturellement aux tâches répétitives et simples. C'est une question de nature. Si c'est une question de nature, il n'y a pas d'enjeu de qualification. Et c'est aussi pour ça qu'on les paye moins. Madeleine Gilbert, qui a travaillé sur les femmes dans l'industrie dans les années 50, les femmes faisaient des crises de nerfs, des manifestations hystéroïdes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles n'arrivent plus à suivre le rythme de la chaîne et en fait, elles explosent complètement. Et en fait, les organisations syndicales se disent, c'est quand même très bizarre qu'il y ait des crises de nerfs, parce qu'en fait, elles portent pas de charges lourdes. Qu'est-ce qui explique ça ? Et on s'aperçoit qu'en définitive, elles ont une charge mentale en permanence. La pression du temps fait qu'elles ont une charge mentale en permanence sur les tâches qu'elles sont en train de réaliser, et ça provoque des crises de nerfs. Et beaucoup de grèves d'ouvrières des années 70 sont déclenchées par des crises de nerfs. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'en faisant grève, elles expliquent que les crises de nerfs, justement, qui étaient renvoyées, pareil, à une forme de nature féminine, c'est un truc de bonne femme, comme disent les contremaîtres, et ça c'est valable aussi dans d'autres métiers, des manifestations de bonnes femmes. En réalité, elles s'expliquent par l'organisation du travail, et leur lutte mettent en question cette organisation du travail et mettent en avant les conditions de travail. Et on le dit sans doute pas assez, mais en définitive, il y a eu un changement, y compris dans les revendications mises en avant dans les années 70, autour des conditions de travail, du fait des femmes et du fait des OS immigrés, qui revendiquaient fondamentalement la dignité au travail. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui a fait après qu'il y a eu les lois Auroux et notamment la mise en place des CHSCT, la prise en compte des conditions de travail au quotidien. Renault relève des conventions collectives de métallurgie, mais la mise en place de la cotation des postes est indépendante de la convention collective elle-même au début. C'est-à-dire qu'il y a d'une part les classifications parodies qui ont été fixées et qui sont adoptées dans la métallurgie, et il y a la cotation des postes qui répond à un souci proprement interne à l'entreprise. C'est-à-dire, c'est la mesure de toutes les contraintes du poste ou des besoins que doit satisfaire l'ouvrier à un poste donné. Alors les contraintes, ça peut être l'environnement, les nuisances, ça peut être les efforts demandés, et pour ce qui est de l'ouvrier, des savoir-faire qu'il doit mettre en œuvre. D'autre part, on cote les aptitudes de l'ouvrier, suivant des critères similaires, et on rapproche les deux systèmes d'évaluation pour déterminer où les ouvriers peuvent aller, sur quel poste ils peuvent aller. En fait, cette cotation des postes répond à plusieurs besoins pour l'entreprise. Le premier, c'est de faciliter la mise en place de travailleurs sans expérience industrielle sur des activités productives dans une période où l'emploi
Dans l'automobile, l'emploi ouvrier augmente. Donc, ça simplifie. Il y a peu de temps d'apprentissage. Donc, lorsque la production augmente, on sait assez vite les ouvriers où on va les mettre. Les fiches de poste établies par Renault accordent beaucoup d'importance à l'effort et très peu aux compétences de l'ouvrier. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que comme l'ouvrier est payé en fonction du poste qu'il tient, de la cotation du poste qu'il tient, ça donne en principe un fondement rationnel, scientifique, entre guillemets, à sa rémunération. Donc ça permet d'effacer les systèmes de rémunération intérieure qui prévalaient encore au début des années 50 à Renault, qui faisaient qu'en gros, dans une usine comme Billancourt, il pouvait y avoir 400 taux de base de rémunération ouvrière parce que ces taux de rémunération, à l'époque, intégraient des coefficients liés à la productivité attendue, soit de l'ouvrier, soit de l'atelier, soit du métier. Donc c'était quelque chose qui était particulièrement difficile à maîtriser. Donc la cotation des postes simplifiait le mode de rémunération. Il y avait 20 classes de postes qui étaient évaluées du manœuvre à l'ouvrier professionnel et ces classes de postes étaient associées à un indice de la grille parodie qui d'ailleurs à Renault était beaucoup plus ouverte en indice que la grille parodie de référence. Le taux maxi de la classe de l'OS, maxi c'était la classe 9. Vous voyez qui était au maxi de la classe 9, c'était l'OS le mieux payé. Donc on le mettait sur les postes qui pouvaient être stratégiques. Par exemple, aux presses, les ouvriers quand les presses étaient manuelles, enfin du moins en alimentation manuelle, on mettait les classes maxi sur les premières presses qui assuraient la cadence qui s'imposait aux autres, donc aux autres ouvriers. Le premier ouvrier payé au taux maxi, il avait intérêt à rester et à assurer la production, sinon il risquait d'être déclassé. Contrairement à notre SMIC d'aujourd'hui, le SMIC était calculé différemment selon ce qu'on appelait des zones de salaire. C'est-à-dire que selon les aires géographiques, on essayait de calculer un peu le niveau de vie et le niveau des prix, en fait, le coût de la vie plutôt par aire géographique, et le SMIC était modulé en fonction du coût de la vie estimé dans ces aires géographiques. Et ces aires géographiques, c'était que chaque commune était classée dans une zone de salaire. Donc on pouvait avoir Paris intramuros, et puis au fur et à mesure qu'on s'éloignait de Paris, plus la commune était éloignée de la banlieue parisienne, plus le niveau du SMIC était bas. On a eu presque 8 zones de salaire, si je me souviens bien, au départ. Le nombre en a été réduit après. Donc c'était un salaire minimum qui était modulé géographiquement. Il a été indexé à partir de 1952 sur les prix. Ça c'est une évolution importante. Dans les années 50, en France mais ailleurs aussi, on a dans l'entreprise, autour du chef d'entreprise, autour de la direction, le personnel des bureaux, les employés qui sont payés au mois, et puis on a les ouvriers à la production qui sont généralement payés à l'heure de travail et qui sont qualifiés d'horaires. Et dans les entreprises, dans l'industrie, on a une séparation, alors qui n'est pas qu'une séparation de type de rémunération, qui recoupe bien d'autres différences. On a d'un côté les mensuels, les employés et l'encadrement, et on a de l'autre côté les horaires. Et c'est deux mondes, et on le voit bien par exemple dans les conflits sociaux, il y a des grèves d'horaires, et il y a plus rarement des grèves de mensuels. Renault est une des grandes entreprises de l'automobile avec Citroën et dans une moindre mesure avec Peugeot. Il y a en 1950 entre 30 000 et 40 000 ouvriers à Billancourt et un certain nombre maintenant des usines de moindre importance, entre autres au Mans et à Choisy. Sur les effectifs de Renault à cette époque-là, il y a environ 83% d'ouvriers ou 17% de travailleurs, disons, mensuels ou cadres. L'effectif d'ouvriers étrangers est de l'ordre de 12% au début des années 50, essentiellement des Algériens, des Espagnols en petite quantité, des Italiens, mais c'est les Algériens qui sont les plus nombreux, parce que pour l'entreprise, embaucher des Algériens qui sont censés être des Français,
permet d'échapper aux contraintes de l'Office national de l'immigration et donc d'embaucher librement qui il veut, quand il veut, sans obstacles administratifs. Avant-guerre, il y a beaucoup de femmes dans les fabrications de composants, de petits composants que Renault faisait, des dynamos, etc. Après-guerre, ces activités ont disparu. Donc, le nombre de femmes ouvrières à Billancourt a régressé. En gros, il y avait 10% de femmes à Billancourt, la majorité étaient des employés. Les femmes ouvrières étaient dans deux types d'activités, la fabrication des sièges, donc il y avait l'aspect couture, hein, ça, typiquement féminin, les perruques de la couture faites par les hommes, et puis les câblages. Il y en avait peu en chaîne, c'est-à-dire à mesure que les Français ont disparu des chaînes, pour qu'on y affecte des travailleurs étrangers, le nombre de femmes a baissé aussi. Par contre, dans des usines décentralisées, en région, les femmes étaient majoritairement des ouvrières, jeunes souvent. Donc je me souviens d'être allé 15 jours dans une usine à Maubeuge, hein, une usine du Nord, l'usine était récente. Les jeunes, c'était, je parle souvenir exact, mais c'était des jeunes, et il y avait 50% de filles sur la chaîne. Hein. Mais à Billancourt, non, ils ont disparu. Après, les câblages ont été décentralisés sur une usine à Dreux, et les femmes ont diminué en nombre en atelier. Dans certaines petites presses, il y avait des femmes, mais très peu. Et quand elles quittaient l'atelier, si elles étaient jeunes et éduquées, elles pouvaient faire de la boulot administrative. S'ils étaient âgés, elles étaient balayeuses, faisaient des toilettes. Hein. C'était pas une grande considération pour les femmes. Il y a une grande grève d'OS en 53, avril-mai 53. Grande grève, mais quelques centaines d'ouvriers et d'ouvrières, qui là introduisent non seulement des revendications salariales, mais retraite complémentaire, semaine supplémentaire de congé, et la parité des prestations sociales pour les ouvriers algériens, qui sont employés à Renault. Leurs enfants sont en Algérie, ils ne touchent pas les prestations que touchent les ouvriers français qui ont leurs enfants en France. Donc cette grève est pas un succès. Toutefois, elle provoque une réflexion parmi la direction de l'entreprise sur la nécessité de modifier le statut des ouvriers dans l'entreprise. Cette réflexion conduit à l'accord d'entreprise de septembre 1955. Cet accord introduit des retraites complémentaires et la troisième semaine de congés payés. Cet accord introduit une augmentation générale de salaire de 4%, qui commence à uniformiser le statut des horaires de celui des mensuels. Par exemple, les horaires n'avaient pas le paiement des jours fériés, c'est-à-dire si un jour férié tombait un jour ouvrable dans la semaine, il n'était pas payé. Ils n'avaient pas, les jours de carence de la sécurité sociale n'étaient pas payés pour les ouvriers horaires. Quel est l'avantage d'être mensualisé ? L'avantage d'être mensualisé, c'est que, par exemple, si vous tombez malade, non seulement vous avez l'indemnité journalière qui est celle du régime général, mais vous continuez à percevoir votre salaire complet et pas seulement une fraction de salaire. S'il y a des variations d'activité, votre mois, il est garanti. Et ainsi de suite. Alors, il s'ajoute à ce statut de mensuel qui fait qu'on a un forfait. On est assuré chaque mois d'avoir la même paye. Ça ne pourra pas descendre en dessous. En revanche, pour les horaires, pour en gros le personnel ouvrier de production, eh bien le salaire qui est versé chaque semaine, qui est versé par quinzaine ou qui est versé chaque mois varie en fonction du nombre d'heures qu'on a effectuées. Et donc, ça va varier. Il y a des moments où on fait des heures supplémentaires qui sont payées plus cher. Et à la fin du mois, on aura un salaire relativement confortable. Mais s'il n'y a pas d'heures supplémentaires, si il y a une réduction d'activité, eh bien, pareil, vos nombres d'heures diminuent et votre salaire à la fin du mois, il sera plus faible. Donc, il y a une fluctuation. Il y a une plus grande précarité que dans le cas des mensuels qui sont garantis de toucher leur mois. Et on voit bien les différences que ça peut créer, les clivages. Et évidemment, le patronat l'entretient. Être mensualisé, c'est un avantage qui vous est donné, évidemment, en échange duquel vous attendez une loyauté, une plus grande disponibilité, et ainsi de suite. La différence de statut mensuel ouvrier fait que avant cet accord d'entreprise,
le taux d'absentéisme des mensuels était supérieur à celui des ouvriers. C'est-à-dire que les ouvriers ne pouvaient pas se permettre de se mettre en maladie pour des durées courtes, ou d'être absent le vendredi. Et après, ça bascule à l'inverse, c'est-à-dire que les ouvriers auront des taux d'absentéisme plus élevés que celui des mensuels, ce qui paraît logique compte tenu des conditions de travail des uns et des autres. La mobilisation ouvrière, au moins pour l'accord de 55, a joué. Elle a joué dans la prise de conscience par la direction, et l'argument c'était ça, c'est que dans le développement économique, les ouvriers sont des acteurs. Il faut en faire des acteurs qui coopèrent et pas des acteurs qui soient dans la revendication. Donc il y a l'idée, non pas d'éteindre toute conflictualité ouvrière, mais du moins de l'encadrer beaucoup mieux. D'ailleurs, la note qui prépare l'accord d'entreprise, c'est en gros, jusqu'à présent, les ouvriers font pas partie des effectifs de Renault. Maintenant, il faut les associer. Il faut les intégrer beaucoup plus pour qu'ils soient partie prenante de l'effort de développement de l'entreprise. Partie prenante consciemment et volontairement. À partir de 58, se met en place un système de mensualisation des ouvriers, qui commence par le haut, c'est-à-dire que les ouvriers hautement qualifiés commencent, avec un certain nombre d'années d'ancienneté, à pouvoir bénéficier du statut des mensuels. Et jusqu'aux années 70, peu à peu, s'élargissent les catégories bénéficiaires de ces avantages. Les OS n'étendent qu'à l'ancienneté. À partir de 54-55, la politique du gouvernement a été relativement restrictive sur l'augmentation du SMIC. Ce qui fait que entre 1955 et 1968, le SMIC a juste maintenu son pouvoir d'achat, mais quand on arrive en 1968, il y a un énorme écart qui s'est créé entre l'évolution du salaire moyen et l'évolution du SMIC en fait. Ce qui fait qu'en 1968, on a un niveau d'inégalité de salaire très important en France. Beaucoup plus important qu'au Royaume-Uni ou aux États-Unis, par exemple. Ce que l'on a tendance à oublier, puisque on parle toujours de ces 30 glorieuses, un peu comme des années un peu bénies, mais en fait, en termes d'égalité, c'est une période de croissance des inégalités, et donc, à la fin des années 60, des inégalités plus marquées que dans d'autres pays occidentaux qui, aujourd'hui, ont un niveau d'inégalité plutôt record par rapport à nous. Dans le travail, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, il y a cette revendication de à travail égal, salaire égal, qui est présente. Et d'ailleurs, en 1968, il y a une émission de télévision qui s'appelle Les Femmes aussi, qui est consacrée uniquement à cette revendication à travail égal, salaire égal. Mais en France, il n'y a pas véritablement de lutte avec cette revendication, alors qu'il y en a ailleurs, hein, par exemple les ouvrières de Ford, Dagenham, ça a donné lieu au film We Want Sex Equality, ou bien les ouvrières d'une fabrique d'armes à Herstal en 1966 qui revendique l'idée de à travail égal, salaire égal. Mais petit à petit, on s'aperçoit que le problème, c'est la division sexuée du travail. Donc par exemple, moi j'ai travaillé sur Moulinex, hein, où on a 60% de femmes qui sont ouvrières spécialisées, et après quand on monte hein, dans la hiérarchie, on trouve de moins en moins de femmes, ce qui faisait dire à un syndicaliste que j'avais rencontré qu'il n'y avait pas de problème d'inégalité salariale, il n'y avait pas de problème de à travail égal, salaire égal chez Moulinex, puisqu'en réalité, au même coefficient, il n'y avait pas de distinction. Bon, ce qui n'était pas toujours le cas, parce que, par exemple, en 1968, dans cette émission que j'évoquais, il est question d'un ouvrier et d'une ouvrière qui font exactement la même tâche, etc., et pour lesquels il y a des différences. Mais, globalement, petit à petit, il n'y a plus possibilité de faire ça. Mais l'enjeu, il se situe à un autre niveau. Et c'est pour ça qu'on va petit à petit parler d'égalité professionnelle, et non plus d'égalité salariale ou d'égalité de rémunération. Parce que l'enjeu, c'est que les femmes gravissent les échelons, soient promues, soient embauchées, soient formées, et ça nécessite toute une politique pour justement faire en sorte d'aller à l'encontre de cette division sexuée du travail qui fait qu'elles sont toujours mises à certains niveaux. Depuis le 1er mars, 3200 employés mensuels des chantiers de l'Atlantique, des entreprises affiliées et sous-traitantes et de Sud Aviation sont en grève. Ils veulent imposer au patronat le réajustement de leur salaire en retard de 16% sur ceux de Paris. Les patrons ont répondu le 20 mars par le lock-out des 7500 ouvriers payés à l'heure qui ne participaient pas au mouvement de grève
mais qui ont apporté néanmoins leur soutien total aux grévistes. Ce qui annonce 1968, c'est qu'à partir de 65, 66, 67, on voit monter les luttes des mensuels. Et on voit des grèves qui mobilisent ensemble, horaires, comme on dit, les ouvriers de production, et mensuels, les employés, les techniciens, l'encadrement. Ces différences existent, elles sont vivantes encore dans les années 60, mais ces clivages tendent à diminuer. En 1968, à la suite du mouvement social de mai, quand à la fin du mois de mai, les partenaires sociaux se retrouvent à Grenelle au ministère du Travail pour négocier le protocole d'accord de Grenelle, la première revendication des syndicats, c'est la forte augmentation du salaire minimum. Et ils obtiennent une augmentation de 35% du salaire minimum, ce qui est énorme par rapport aux augmentations précédentes, c'était très important. Quelques mois auparavant, en janvier, le patronat avait refusé une augmentation de 3% du salaire minimum. Bon. Donc on voit bien que le patronat était vraiment le dos au mur, je dirais, et donc il acceptait assez facilement, assez rapidement, cette très forte augmentation de salaire minimum. Au-delà, surtout, je crois que ce qui a marqué les contemporains, et notamment les politiques de l'époque, et les gaullistes, c'est qu'on avait frôlé la révolution sociale, voire la révolution politique, et que la montée des inégalités, que le sentiment que les fruits de la croissance, comme on disait à l'époque, n'avaient pas été partagés de façon suffisamment équitable, était une raison forte de cette mobilisation sociale. Les années 68, comme l'ont montré par exemple Xavier Vignat, donc, qui a travaillé sur l'insubordination ouvrière dans les années 70, c'est donc un moment de lutte et de grève importante, et en particulier de grève d'ouvrières qui du coup revendiquent principalement l'amélioration de leurs conditions de travail, même si la question des salaires est quand même présente. Ce qui est vraiment au cœur, c'est la question de l'organisation du travail et la question de l'amélioration de ces conditions de travail, avec une revendication par exemple de dignité, etc. On est dans un contexte aussi de mobilisation féministe importante, ce qui a aussi un effet, notamment avec la mise en avant des revendications contre la double journée de travail, pour l'obtention de congés pour les enfants malades, pour l'obtention d'un certain nombre de revendications qui sont plus relatives au travail domestique et qui du coup se diffusent dans les usines pendant toute cette période-là, même si à l'époque les ouvrières ne se disent pas forcément féministes, voire pour certaines refusent carrément cet adjectif. Jusqu'en 68, par exemple, Margaret Maruani et Monique Méron, qui ont écrit un ouvrage sur un siècle de travail des femmes, montrent qu'il y a toujours une discontinuité dans les carrières des femmes, c'est-à-dire que globalement elles travaillent jeunes, adolescentes, et puis par la suite, et à partir de la naissance du premier enfant, en fait, elles cessent de travailler et elles recommencent à travailler beaucoup plus tard. Et c'était aussi ce que Catherine Omnes montrait sur les ouvrières parisiennes, donc pour des périodes antérieures. Donc ça perdure en fait. En définitive, ce qui fait que ça change, c'est finalement le congé maternité en fait, et l'adoption de la rémunération à 90% du congé maternité en 1970 suite à un accord interprofessionnel signé donc avec le CNPF, donc l'ancêtre du MEDEF. Ça permet justement l'obtention de ce congé de maternité qui va faire que par exemple la génération d'ouvrières sur laquelle moi j'ai travaillé entre à l'usine, fait des enfants et reste à l'usine globalement jusqu'aux fermetures, jusqu'aux années 90 voire les années 2000, et font des longues carrières à l'usine, ce que permet l'obtention entre autres de ce congé maternité. Donc ça c'est un changement assez marquant en fait, au tournant donc des années 70, cette obtention du congé maternité. Disons qu'il existait déjà antérieurement, mais voilà, là la rémunération, il y a une rémunération assortie, ce qui permet de ne pas sortir du travail professionnel. L'ébranlement de 1968 fait que la question de la mensualisation revient. Elle revient non pas parce qu'elle est priorisée par les syndicats, mais elle revient à la suite de 68 comme en quelque sorte une concession
qui pourrait être faite. Et en 1969, donc De Gaulle a quitté le pouvoir, Pompidou fait campagne, et parmi les promesses sociales qu'il met en avant, il y a la promesse de la mensualisation. Il est élu donc en 69, et en 1970, il demande à Chaban-Delmas de pousser les syndicats et le patronat à négocier la mensualisation. Et donc vont s'engager, à partir de 1970, dans les branches, des négociations afin de faire accéder au statut mensuel les anciens horaires, les ouvriers. Alors, ça va se faire, ceci étant, ils ne vont pas acquérir tous les avantages des mensualisés. Car les employeurs craignent que si les ouvriers sont garantis d'avoir un mois en dessous duquel le salaire ne tombera pas, ils disent s'ils tombent malades, ils vont prolonger puisqu'ils savent qu'ils seront payés quand même. Donc ça va encourager l'absentéisme, ça va encourager le laisser-faire et ça nous coûterait trop cher. Donc par branche, il va y avoir des négociations qui permettront le paiement des journées en cas de maladie, mais le patronat se bat pour obtenir quand même des journées de carence, que ce ne soit pas dès le premier jour. Les jours fériés vont être payés, donc les anciens horaires vont accéder à des avantages qui étaient ceux des mensualisés. Néanmoins, le bulletin de salaire mensuel continuera de varier suivant le nombre d'heures effectuées dans le mois. Donc il y a une mensualisation, un rapprochement, mais ça n'est pas une fusion complète. En 68, lié au développement de la production générale et du lancement d'un nouveau véhicule qui était sur la même base que la R4 qui s'appelait la R6, on a passé le montage en 2 équipes. Donc on a eu besoin de beaucoup d'ouvriers, donc on est allé chercher, on a repris l'embauche d'Algériens qui avaient été pratiquement arrêtés, de Marocains, de Portugais, de Tunisiens. Donc les ouvriers étrangers qui étaient pas majoritaires auparavant sont devenus très majoritaires sur les chaînes à Renault, Bianco, à Flins. C'était pas le cas à Cléon, c'était pas le cas au Mans, à Sandouville, donc ça c'était l'usine démarrée en 65, c'était en Normandie, donc ils ont eu pas mal de Français, puis il y a eu pas mal d'Antillais qui sont venus, et d'Africains, puisque c'était un port, c'est à côté du Havre, donc il y avait beaucoup plus les étrangers étaient plutôt des Africains. Donc en 68, cette population ouvrière et sans tradition ouvrière, mais parfois avec des traditions militantes, et surtout très sensible à la discrimination raciste. Donc ils se moulent pas dans les modes de fonctionnement antérieurs, et les rapports entre ces ouvriers et la maîtrise deviennent plus difficiles. Parce que avant, lorsque une partie des ouvriers étaient des Français, le rapport à la maîtrise se gérait, il y avait Là, ce sont des ouvriers qui n'ont pas les mêmes codes sociaux, et la maîtrise, d'une part, est raciste, souvent, et ne les comprend pas. Donc, il y a énormément de conflits qui portent sur des questions, d'une part, de discrimination comme facteur déclenchant, et après, la grève s'étend sur des revendications de l'atelier. Les premières grèves d'OS chez Renault démarrent au Mans, et là, la grève démarre portée par de jeunes ouvriers qui ont été embauchés souvent avec des qualifications de CAP, mais qui sont OS. Ils supportent pas de se voir assigner un poste de travail et de voir leur avenir, comme ceux qui le sentent ces gens anciens, forcément amené à se dégrader. Parce que soit le poste sur lequel ils travaillent, la machine, est amélioré, le travail devient plus facile, du coup, leur cotation est baissée comme celle du poste, donc ils sont payés moins qu'ils ne l'étaient avant. Soit ils sont usés par le travail, ils peuvent plus tenir un poste dur, donc on les met sur un poste plus simple, et ils sont moins payés. Donc en gros, la grève du Mans démarre sur le fait, on veut que ce soit les hommes qui soient payés, pas les machines. À Billancourt, ça démarre plus sur la notion de égalité. Et ça démarre aux presses, moins à la peinture, mais surtout la grande grève, c'est les presses. Ils occupaient tous les postes de l'atelier. Mais ils étaient payés selon des cotations différentes. Et l'objectif c'était, on est tous pareils, on fait tous le même travail, donc on va tous payer au même salaire et au salaire maximum. Et c'est eux qui enclenchent ce mouvement de grève, qui s'étend aux presses des autres usines, mais qui après s'étend avec des modalités différentes dans des secteurs qui sont pas de même nature au point de vue organisation du travail,
Mais l'idée, un travail égal salarial se diffuse comme une revendication des OS. En 1970, après des débats à l'Assemblée, on va réformer profondément le salaire minimum. Et on va remplacer le SMIG par le SMIC. Et selon les termes mêmes du rapporteur de la loi de l'époque, qui était du Parti gaulliste, l'enjeu était rien de moins que de faire un salaire de civilisation. Alors ce terme est peut-être un peu désuet au sens où c'est peut-être plus le terme qu'on utiliserait aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée c'est qu'on dirait c'est un salaire de cohésion sociale en fait, c'est-à-dire le salaire qui permet d'intégrer l'ensemble de la population des salariés dans la société et de partager beaucoup plus équitablement. Donc c'est fruit de la croissance. Je crois que c'était très important pour les contemporains. Et éviter ce qui s'était passé entre 1955 et 1968, c'est-à-dire un décrochage très fort des plus bas salaires par rapport au salaire moyen. Alors, en quoi consiste la réforme et l'originalité du salaire minimum, du nouveau salaire minimum qui est cette fois-ci interprofessionnel de croissance? Ce salaire minimum, il reste indexé sur les prix, mais de façon plus étroite que le SMIC. Mais, et c'est là l'originalité, il est aussi indexé en partie sur l'évolution du salaire moyen ouvrier, donc intégrant aussi les ouvriers qualifiés, puisque l'augmentation du salaire du SMIC ne peut pas être inférieure à la moitié des gains de pouvoir d'achat, donc en termes réels, du salaire moyen ouvrier de base de référence. Donc il y a un ancrage aussi sur les autres salaires, pour éviter donc ce décrochage du salaire minimum, et en plus va être officialisé, je dirais, et puis institutionnalisé même, la pratique du coup de pouce, c'est-à-dire que le gouvernement, à tout moment, garde une marge de manœuvre discrétionnaire pour augmenter le salaire minimum au-delà de ce que requièrent les mécanismes d'indexation automatique sur les prix ou sur le salaire moyen ouvrier. Et de fait, le gouvernement va utiliser de façon relativement active les coups de pouce. Et on va voir qu'au cours des années 70, un phénomène de rattrapage assez important du salaire minimum par rapport au salaire moyen. C'est-à-dire que le salaire minimum va augmenter plus de 2 fois plus rapidement que le salaire moyen jusqu'au début des années 80. Donc on voit se resserrer finalement les écarts de salaire. Et c'est d'ailleurs la période pendant laquelle le salaire minimum va progresser le plus rapidement. La loi de 1972 impose une rémunération égale pour un même travail ou pour un travail de valeur égale. Donc elle consacre l'abandon de la notion de salaire féminin, qui est encore présente en 1945 par exemple, puisque en 1945 les salaires féminins, enfin les salaires des femmes subissent un abattement en fait de 10% sur les salaires masculins. Mais dans les faits, c'est insuffisant pour établir une égalité de rémunération puisque c'est compliqué de définir ce qu'on appelle un travail de valeur égale. C'est-à-dire que il faudrait pour cela pouvoir mesurer objectivement la valeur du travail effectué par les hommes et par les femmes. Et c'est très difficile parce qu'on sait que l'appréciation de la valeur du travail effectuée par chaque sexe est justement dépendante de préjugés culturels quant aux qualités de l'un et de l'autre sexe. Il y avait de très bonnes relations entre les hommes et les femmes quand ils étaient OS. Les rapports étaient exécrables entre les femmes et les OP. En 75, pour une raison peut-être de communication, Renault a accepté de former 2 ouvrières professionnelles à juste âge. J'ai le cas d'une femme, elle est rentrée dans un atelier d'hommes. C'était épouvantable. On mettait devant elle des images pornographiques. En gros, les hommes professionnels voyaient les femmes comme dévalorisant leur travail. Les femmes OS comme les hommes OS, en gros, ils étaient soumis à la puissance de la machine. Alors que les OP, c'est eux qui dirigeaient la puissance de la machine. Le machisme s'identifiait au pouvoir de maîtrise de la machine, et les ouvriers qui subissaient la machine, hommes ou femmes, étaient dévalorisés. C'était impossible une femme de travailler parmi les professionnels dans ces années-là. Je sais pas aujourd'hui, mais
il y a un atelier qui usinait des machines, qui est Renault Machine-Outils. Un ouvrier qui avait une machine puissante, il se sentait comme une voiture puissante. Il se sentait valorisé. Et même s'il était, c'était le cas de cet ouvrier-là, il était anarchiste, donc très hostile à la CGT et au PC, du fait qu'il avait une machine puissante, c'était un rabot d'une taille énorme, il avait, de ce fait-là, pouvait en imposer aux autres. Même si ses convictions étaient rejetées, il était, et les femmes et les ES immigrés, c'était un gros, l'homme professionnel dominait la machine. Il n'y a pas d'homogénéité des femmes immigrées, c'est-à-dire une femme venant du Portugal ou d'Algérie, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes trajectoires. Cela dit, dans les années 70, on a des politiques publiques qui commencent à se poser la question des dites femmes immigrées et de leur formation, de leur insertion professionnelle, dans la mesure où elles sont là. Et en fait, ce qu'on constate, contrairement à ce qu'on peut-être croit, c'est que par exemple en 1976, donc c'est la délégation régionale droits des femmes de la région parisienne qui souligne qu'un tiers des dites femmes immigrées sont des travailleuses, un tiers. Donc c'est pas seulement des femmes qui viennent rejoindre leur mari et qui travaillent au foyer, parce que quand même il faut pas non plus oublier que être au foyer c'est aussi un travail. C'est d'ailleurs quelque chose qui est montré dans les années 70 à cette même période, mais elles travaillent également professionnellement et alors dans des secteurs d'activité en définitive très variés. Principalement par exemple comme domestique. Il y a eu le témoignage donc Moi la bonne d'une immigrée espagnole qui raconte justement ses conditions de travail en tant que bonne dans les années 70, des personnes qui travaillent comme domestiques, et puis il y a des personnes aussi qui travaillent comme ouvrières. Moi j'ai commencé à travailler par exemple avec Hugo Paletta sur les ouvrières portugaises, puisque j'avais découvert que des ouvrières portugaises étaient rentrées en lutte dans la deuxième moitié des années 70, en 1976, à Vincennes, dans une entreprise d'agroalimentaire, une biscuiterie. Les ouvrières portugaises dénonçaient leur quotidien, les brimades, ce qu'elles appelaient les brimades à l'époque, et comment il y avait du racisme et du sexisme mêlés, puisqu'elles étaient traitées par exemple de têtes de morue, ce genre de choses. Et donc, elles commencent une grève aussi à Azur pour dénoncer leurs conditions de travail, mais elles sont quand même très majoritairement portugaises dans cette entreprise. Et en réalité, il y avait dans un certain nombre de régions une immigration portugaise avec des femmes portugaises ouvrières dans un certain nombre d'industries. C'est par exemple valable aussi en Seine-Maritime, à Saint-Étienne-du-Rouvray, où il y a plusieurs ouvrières que nous avons rencontrées et qui racontent un peu leur quotidien dans ces entreprises. Et ça se faisait aussi d'ailleurs par le bouche à oreille, puisque il y en avait quelques-unes qui travaillaient dans cette usine et donc d'autres étaient embauchées. Et puis dans ces politiques publiques qui sont organisées, il y a par exemple des politiques du Bumidom sur lesquelles a travaillé Myriam Paris qui font venir littéralement des femmes du Bumidom, par exemple de La Réunion, dans un centre à Cruy-sur-Ourcq dans le 77, où elles sont formées au travail domestique pour aller travailler justement dans les familles parisiennes, au travail ménager plus précisément. Donc on les fait venir pour travailler comme domestiques en région parisienne et on les forme à Cruy-sur-Ourcq et c'est une politique organisée par le Bumidom. Ça ouvre en 1965 et ça ferme en 1983. Donc ça montre bien qu'en réalité, il y avait quand même de très nombreuses dites femmes immigrées qui travaillaient dans différents secteurs d'activité. Alors, c'est quand même quelque chose qui est toujours à explorer dans la recherche. Moi, je crois que c'est vraiment une piste à creuser là, maintenant. Donc voilà, en définitive, cette image du regroupement familial et des femmes comme épouses de travailleurs immigrés, en partie, elle est fausse. Voilà. Après, ça reste difficile de travailler sur les femmes travailleuses immigrées. C'est-à-dire que, par exemple, quand on travaille sur les archives syndicales, soit on travaille sur les femmes, soit on travaille sur les immigrés, et donc on peut trouver des éléments sur les femmes immigrées dans ces archives, mais voilà, il faut véritablement les chercher puisque la structuration par exemple des organisations syndicales s'est fait autour de main-d'œuvre immigrée et ou main-d'œuvre féminine par exemple, notamment là je prends l'exemple de la CGT, mais c'est valable aussi à la CFDT.
Le CDI, c'est d'abord un constat. C'est-à-dire que, au cours du XXe siècle, en raison à la fois d'une plus grande stabilisation du personnel qui tient aux exigences des entreprises et des entreprises de la seconde industrialisation, ça nous mènerait loin de le développer, mais la seconde industrialisation et ces lourds équipements à faire fonctionner et ce capital à faire valoriser en permanence amènent les entreprises à souhaiter stabiliser, fixer leur personnel. Donc, on assiste au cours du XXe siècle, et les lois sociales contribuent à cela, qui réduisent en quelque sorte les prérogatives patronales, ou en tout cas encadrent les prérogatives patronales en matière de licenciement et tout, donc conduisent à une certaine stabilisation, fidélisation de la main-d'œuvre. Avec le temps, l'embauche normale devient une embauche à durée indéterminé. Donc, en quelque sorte, le CDI est plus un résultat d'une longue évolution que le résultat d'une loi qui aurait été, à un moment donné, votée et qu'on pourrait dater précisément. C'est une tendance. Mais le fait est qu'à la fin des années 60, au début des années 1970, le CDI tend à être le contrat de travail normal quand on est embauché. Pour la plupart des salariés, il y a des exceptions, il y a des travailleurs saisonniers, il y a des travailleurs intermittents, il en existe encore à cette époque-là, mais pour le gros des salariés, quand on est embauché, c'est pour une durée indéterminée. Et la mensualisation, qui entre en discussion en 1970, participe de cette consolidation, en quelque sorte. Le problème, c'est qu'au moment où on atteint ce qu'on pourrait appeler l'apogée d'une certaine sécurisation des salariés, en même temps, une bascule est en train de se faire. Que les chocs pétroliers des années 70 vont accentuer en déclenchant un chômage qui ne sera plus seulement un chômage conjoncturel, mais qui va être un chômage de longue durée, dont on ne sortira pas, dont on n'est pas sorti encore aujourd'hui. Et au moment donc où le salariat atteint un certain niveau de stabilisation et un recul de la précarisation, le patronat se plaint du manque de flexibilité. Et il obtient en 1972 le vote d'une loi qui autorise le travail temporaire, ou l'intérim, comme on voudra. Alors il existait déjà des entreprises de travail temporaire. Manpower était déjà présent en France et il y avait eu un premier accord en 1969 entre Manpower et les syndicats. Mais en principe, le travail temporaire et à plus forte raison intérimaire n'était pas réglementé. La loi de 1972 à la fois l'autorise et le réglemente. Et on voit que là, au moment où la mensualisation achève un processus de stabilisation, la loi de 1972 ouvre une brèche par laquelle va s'engouffrer par la suite, et la crise aidant va l'élargir de plus en plus, le travail à durée déterminée, le travail temporaire, l'intérim. Et du coup aussi, un retour à une précarisation du travail. Un tournant important, c'est le début des années 80. Le tournant de la rigueur de 82-83 va aussi affecter la politique du salaire minimum, avec deux soucis en fait des gouvernements qui expliquent ce tournant de la rigueur. C'est d'une part l'inflation, puisqu'on est dans des périodes de la fin des années 70, début des années 80 de forte inflation. Mais le souci aussi qui commence fortement à poindre, et déjà être là, c'est aussi le souci du chômage en fait. Et donc ces deux soucis vont peser sur la politique du salaire minimum. C'est-à-dire que quand le gouvernement Mauroy se met en place au début 1981, on va assister à une augmentation assez importante de 10% du salaire minimum. Mais dès cette époque, le gouvernement est soucieux de l'impact négatif possible sur l'emploi. Et donc il envisage déjà à l'époque d'introduire des systèmes d'exonération, un peu d'abaissement de cotisations sociales pour compenser cette hausse du salaire minimum. Cette exonération ne sera pas mise en place. Ce qui a été mis en place d'ailleurs dès les années 70, c'est pour lutter en priorité contre le chômage des jeunes, c'est tout un ensemble de dispositifs d'aide à l'embauche des jeunes et d'abaissement de fait du coût du travail des jeunes.
Bonjour. Bonjour. Ce matin, Daniel retrouve ses camarades du centre de tri dans la banlieue de Périgueux après 3 mois de carence. Depuis 6 ans, elle espère en vain être recrutée en CDI. En attendant, le chef de centre l'appelle de temps en temps, en cas de besoin, pour des remplacements ou des renforts d'1 semaine, d'1 mois, parfois 2 mois. C'est pas un peu répétitif? Si, ben là, il faut faire autre chose après, hein, sortant, hein, parce que comment tu deviens bête. « 82 rend le recours au travail temporaire plus difficile. Mais ça dure 4 ans, parce que dès 1986-87, à nouveau, on élargit les possibilités de recours à l'emploi temporaire. Et alors ça s'associe à autre chose, qui est qu'il y a de nouveaux modes de management et de gestion des entreprises. Small devient beautiful, puisque c'est dans les grandes entreprises qu'il y a le plus de protection salariale. On va contourner les grandes entreprises en commençant à externaliser de plus en plus des activités qui étaient autrefois dans la grande entreprise. Alors on garde en quelque sorte les cœurs de métier dans l'entreprise, et puis tout ce qui est considéré comme périphérique, on l'évacue. Alors ça peut être aussi bien les cantines, le nettoyage, toute une série même d'activités de bureau qu'on remet, qu'on sous-traite d'une certaine façon à des entreprises, de services aux entreprises qui vont exploser à ce moment-là. Et évidemment, on les sous-traite au moins 10 ans. Donc on entre là dans une course à la sous-traitance et à la dégradation des protections salariales et d'abord des rémunérations. Il est évident que les balayeurs de Renault avaient un statut salarial et un niveau de rémunération, même si c'était le plus bas de l'entreprise, qui était supérieur à celui des entreprises de nettoyage qui maintenant viennent nettoyer les bureaux à Renault ou dans n'importe quelle entreprise. Donc on a une entreprise d'externalisation, l'intérim se développe à tel point que, à la fois on externalise, c'est-à-dire on met hors de l'entreprise des gens qui autrefois en dépendaient, et en même temps on fait entrer dans l'entreprise de nouveaux travailleurs dont on justifie la présence comme pour ajuster l'emploi aux demandes, au carnet de commandes. On sait que ça va pas durer, donc on a un emploi pour une durée déterminée que fournissent les entreprises d'intérim, mais avec des gens qui n'ont pas le même statut, qui n'ont pas les mêmes garanties, qui n'ont pas les mêmes rémunérations que les personnels au milieu desquels ils travaillent. Et ça peut aller encore même plus loin que ça, puisque à l'intérieur de la même entreprise où on a des gens qui sont en CDI et on a à côté d'eux des intérimaires ou des gens qui sont en CDD, on peut même à l'intérieur de cette entreprise fragmenter l'entreprise en de multiples centres de coûts et de profits qui créent et institue dans l'entreprise des relations commerciales alors que c'est la même entreprise. Et qui met en compétition des ateliers les uns avec les autres. Enfin, la phase ultime de cette externalisation, c'est qu'on sort du statut salarial. C'est-à-dire qu'on va sous-traiter du travail, non plus à une entreprise, mais on va sous-traiter du travail à des travailleurs indépendants qui sont des auto-entrepreneurs, qui comme par hasard travaillent toujours avec la même entreprise, laquelle conserve sur eux un droit de commande, voire du coup aussi de sanction, mais qui pourtant se trouvent dans un rapport qui n'est plus un rapport salarial, mais qui est un rapport de commerce. C'est l'auto-entrepreneuriat, et ce n'est pas pour rien que là où il se développe le plus, c'est dans le secteur du service aux entreprises ou des services à la personne. Les années 1990 nous ont habitués à un diagnostic sur la disparition du salariat, sur l'évanouissement des emplois stables,
Or, l'analyse des données de l'INSEE nous fait apparaître que l'emploi stable est une réalité qui est aujourd'hui une réalité très importante dans la société française, d'autant plus importante que le taux d'emploi des 15-65 ans n'a jamais été aussi élevé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on assiste à un fait social majeur qui est une féminisation de la population active, une véritable reconnaissance de l'activité des femmes hors du foyer qui s'opère à travers le salariat. Donc on est dans une société qui est une société, je ne dirais pas salariale, mais une société salariée, dans laquelle la part des salariés est très importante. Alors je dirais salariés et .e.s, et donc dans laquelle la part des salariés est très importante et dans laquelle la part des emplois en CDI avec une ancienneté croissante dans l'entreprise est essentielle. Il n'y a pas de recul de cet emploi durable aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que on a une entrée dans l'emploi durable qui est parsemée de précarité pour les plus jeunes et une sortie de l'emploi durable qui se fait dans des conditions de restructuration pour les plus âgés, donc qui plonge les plus âgés dans une situation de sous-emploi, voire de non-emploi, en attendant la retraite. Donc une situation dans laquelle il faut avoir en tête ce constat pour, par exemple, contrecarrer une argumentation économique portée par des économistes néolibéraux comme Monsieur Cahuc, pour qui toutes ces lois que nous connaissons depuis les années 2013, 2014 et surtout 2016, 2017 sont des lois qui seraient faites au nom des plus vulnérables. C'est encore l'argument qu'évoque notre ministre du Travail pour préserver un modèle social face à la vulnérabilité. Je crois qu'il y a là un constat qui est en grande partie erroné et qui tente à dévaloriser le monde du travail pour mieux le flexibiliser entre guillemets. Pour mieux faire en sorte que les salariés soient relativement désarmés face à leur employeur. Le discours critique des années 90 qui consistait à dire que l'emploi stable allait disparaître précisément pour alerter, ce discours critique aujourd'hui s'est retourné. C'est devenu un discours que mobilisent les réformateurs libéraux pour soutenir leurs réformes. On aurait tendance à nier le constat d'un maintien de l'emploi stable. L'idée de la loi travail, elle est soutenue par des économistes comme Monsieur Cahuc, Monsieur Zilberberg, Monsieur Kramartz, notre prix Nobel, Monsieur Tirole, au nom des plus fragiles. Il en va de même pour les ordonnances. L'idée est d'arriver à une situation où les salariés puissent être licenciés et donc se retrouvent dans une situation de flexibilité, en un sens, relativement forte pour permettre aux entreprises de réaliser, là encore, des ajustements salariaux les plus brefs possibles et donc de maximiser encore leurs résultats sans nécessairement les investir par la suite. Donc on a une situation de détricotage du droit du travail, mais qui est une situation dans laquelle le détricotage laisse subsister une place très importante à l'emploi durable et à un investissement des travailleuses et des travailleurs dans leur travail pendant au moins une vingtaine, voire une trentaine d'années de leur existence professionnelle. Le temps partiel, ça monte en puissance dans les années 70, puisque dès 73, c'est autorisé à certaines conditions dans le privé. Et puis en fait, c'est vraiment acté en janvier 1981. Ça faisait véritablement débat déjà dans les années 70, puisqu'il avait été souligné qu'il ne s'agissait pas d'utiliser le temps partiel pour les femmes, mais dans le même temps, c'est le discours de la dite conciliation, c'est-à-dire l'idée de concilier le travail professionnel et la famille, que pourrait favoriser le temps partiel. C'est avec cette idée-là qu'il y a ce temps partiel qui est mis en place et qui effectivement suscite des débats. Et par exemple, les socialistes s'y opposent et puis finalement l'adoptent après 81. Ça s'insère dans toutes les reconfigurations du travail depuis le début des années 80, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de déréglementations qui sont mises en place et qui du coup
vont aussi accentuer ce phénomène, mais c'est certain que ça touche très majoritairement les femmes. Quand il s'agit de choisir qu'il y ait quelqu'un dans le couple qui s'arrête de travailler à un moment donné, c'est souvent les femmes qui choisissent par exemple de prendre leur mercredi ou de terminer plus tôt parce que ça fait une perte moindre dans le revenu du ménage d'une part, et puis d'autre part, ça repose aussi sur l'idée de la naturalisation du travail domestique, c'est-à-dire que le travail domestique, le soin aux enfants, les tâches ménagères continuent d'incomber aux femmes sur l'ensemble de la période. Et ça, je pense que dans une réflexion aussi sur l'histoire du salariat, c'est absolument essentiel de penser le travail domestique. Par exemple, les enquêtes emploi de l'INSEE montrent bien que même si il y a peut-être un tout petit peu plus de prise en charge du travail domestique aujourd'hui par les hommes, les disparités continuent d'être très importantes. Fondamentalement, le temps partiel, ça repose sur cette idée de qui prend en charge ce travail domestique. Et puis, alors bien sûr, il y a tout le débat sur temps partiel choisi ou temps partiel imposé, et aussi la généralisation des métiers qui se font obligatoirement à temps partiel. Il y a des métiers comme par exemple dans le service à la personne, comme par exemple dans la restauration rapide, comme par exemple caissière en supermarché, où de fait, ce sont obligatoirement des métiers à temps partiel, payés à temps partiel, mais en réalité sur des amplitudes horaires absolument énormes. C'est bien tout l'enjeu, y compris c'est valable d'ailleurs pour les femmes de chambre. Elles sont également à temps partiel. Mais dans la mesure où elles doivent avoir terminé un nombre de chambres indiqué, bien souvent elles terminent beaucoup plus tard. Et du coup, ça n'est pas des heures supplémentaires, c'est un temps partiel, mais en même temps à la chambre. Et dans les supermarchés, c'est pareil, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des horaires de caisse à certains moments, et en même temps, ça fait une amplitude horaire importante. De la même manière, dans le service à la personne, elles vont travailler par exemple de 7h à 9h, puis de 11h à 13h, puis de 18h à 21h. Ça représente une amplitude horaire très importante. Et l'enjeu, il est là. Et là, c'est pas du temps partiel choisi. Là, c'est aussi la division sexuelle du travail, c'est aussi la reconfiguration du travail qui génère ces métiers, et ces métiers à temps partiel, et qui sont effectivement très largement occupés par des femmes, et qui sont aussi d'ailleurs bien souvent précaires. Précaires au sens où ça n'est pas forcément des contrats à durée indéterminée. 80% des précaires sont des femmes en fait aujourd'hui, et de fait le redéploiement du travail à la tâche finalement il redevient quelque chose de central. Et là je pense par exemple aux travailleurs et aux travailleuses des plateformes. Le travail à la tâche devient quelque chose de central. C'est toujours sur les marges que se joue le statut salarial du gros des salariés. On connaît le nombre des auto-entrepreneurs. Il a quand même reculé là, avec le Covid et avec le confinement, mais il était monté jusqu'à 1 700 000. Mais en même temps, on peut être entrepreneur et avoir à côté une activité salariée. On est dans des situations mixtes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont auto-entrepreneurs, si je puis dire, à temps plein, et puis il y en a d'autres qui ont une activité d'auto-entrepreneuriat à côté d'une activité salariée. À partir du moment où des gens, 1 700 000, dans des conditions qui sont celles d'un salarié, travaillent en dégageant l'employeur de tout ce qui lui impose dans le cadre salarial normal, à partir de ce moment-là, ça pèse sur ce que peuvent demander les salariés qui sont en statut, je dirais, classique. De même que les intérimaires, 800 000, pèsent dans la boîte par leur présence sur ce que peuvent revendiquer ceux qui sont en CDI. De même que le nombre des chômeurs est évidemment inférieur au nombre des actifs ayant un emploi, mais ils sont là et ça pèse dans le marché du travail, dans le rapport de force. Et donc, ces brèches ouvertes, certes, n'ont pas modifié fondamentalement les grands équilibres et les proportions dans le salariat, mais ils déstabilisent et ils affaiblissent le salariat par leur existence même. Au siège du CNPF, du patronat français, c'est en effet là que patrons et syndicats discutent du problème de la mensualisation, c'est-à-dire le paiement par mois des ouvriers encore payés à l'heure. Il y en a en France à l'heure actuelle 6 ou 7 millions. Vous savez que la mensualisation est déjà appliquée chez Bull, chez Renault et en grande partie chez Peugeot. C'est sous les banderoles de la victoire que la CGT a organisé défilés à l'appui et avec la CFDT la rentrée des militants. Les travailleurs immigrés n'appréhendent pas le retour devant les chaînes ou les machines. Pour eux, c'est une victoire pour leur dignité. Elle va se concrétiser dès maintenant face au chef, au contremaître. On ne va pas les déshonorer, il sera toujours un chef.
On va pas le déshonorer, il sera toujours mon chef. Mais ce qu'il a, il n'y aura pas oui chef, chef, c'est tout. Il n'y aura plus de bouteille de Ricard. Il n'y aura plus de... Il y a des gens qui l'envient pour lui faire de couscous et des brochettes. Mais maintenant, ça sera terminé. Ni le couscous, ni le Ricard, ni l'apéritif. Rien du tout qui se passera. Vous allez travailler, c'est tout. Voilà, on fera notre travail comme il faut. Aujourd'hui, les 11 600 ouvriers ont repris le travail. Que va-t-il se passer maintenant ?